Perspective de la non-participation du président de la République Macky Sall à la prochaine présidentielle. Quelles conséquences pour Benno? Quel positionnement dans l'opposition dite modérée et radicale? Quel impact économique pour le Sénégal? Pour analyser toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit Ibrahima Dia, sociologue, ancien directeur de MCA Sénégal, et Momar Thiam, spécialiste en communication et directeur général de Welcome Income. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 9 juillet 2023 de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Quelles sont les perspectives de la non-participation du président de la République Macky Sall à la prochaine présidentielle? Quelles conséquences pour Benno? Quel positionnement dans l'opposition dite modérée et radicale? Quel impact économique pour le Sénégal? Pour analyser toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit Ibrahima Dia, sociologue, ancien directeur de MCA Sénégal, et Momar Thiam, spécialiste en communication et directeur général de Welcome Income. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 9 juillet 2023 de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Dimanche 9 juillet 2023. Merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps, que ce soit donc Momar Thiam, qui est spécialiste en communication, analyste, directeur général de Welcome Income, et Ibrahima Dia, sociologue, ex-directeur de MCA Sénégal, analyste aussi, économiste en même temps. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Macky Sall a décidé de ne pas aller à la présidentielle de 2024, la prochaine présidentielle qui doit se dérouler normalement dans 8 mois au Sénégal. Le landerneau politique est en ébullition depuis cette déclaration. Momar Thiam, quelles peuvent être les perspectives de la non-participation de Macky Sall à la prochaine présidentielle dans son camp d'abord? D'abord, merci Alassane et merci à mon co-débatteur M. Dia et merci à l'ensemble du personnel de iRadio, je peux parler des techniciens et des journalistes. Il est vrai que la déclaration de non-candidature du président Macky Sall a insufflé une bouffée d'oxygène dans le landerneau politique sénégalais. Et je dirais même, je le disais tout à l'heure en off à mon co-débatteur, et cette déclaration a permis d'anesthésier un tout petit peu autant l'opposition qu'une bonne partie du pouvoir qui avait quand même scandé ici et là la candidature de Macky Sall pour un troisième mandat. Évidemment, on ne peut que saluer cette décision-là. Pour la bonne et simple raison, c'est que il n'y a pas eu de précédent jusque-là au Sénégal. Et pour la première fois, nous allons assister à une élection présidentielle où le candidat sortant ne se représente pas. Cela veut dire deux choses. La première chose, c'est d'abord que, enfin, on va pouvoir parler des candidats ou des prétendants qui seront en lice. Et enfin, on va pouvoir parler de programme et non forcément de personnalité. Et ce qui est assez rare dans les élections présidentielles au Sénégal, puisque même si on a l'habitude de dire que c'est la relation entre un homme et un peuple, mais une élection présidentielle, c'est aussi la confrontation d'idées, c'est la mise en place de programmes que l'on relaie auprès de l'opinion pour essayer de dire qu'est-ce qu'on va faire une fois arrivé au pouvoir. Et pour la première fois, les Sénégalais n'auront pas le droit d'exclure un candidat en lice, et notamment le candidat sortant. Ils auront l'occasion, pour une fois, d'élire un candidat en bonne et due forme et d'élire un candidat programme, comme je l'appelle. Et que donc, là, la configuration politique a complètement changé. C'est complètement métamorphosé. Pour l'opposition, je veux dire, le cheval de bataille, c'était le troisième mandat. Et quand je dis que le président a anesthésié l'opposition à ce niveau-là, c'est par rapport à ce discours contre le troisième mandat. Maintenant, il faudra que l'opposition trouve un autre champ de bataille par rapport, je veux dire bien, au pouvoir qui est en place. Maintenant, ce n'est plus un combat entre l'opposition et le pouvoir en place. Pour moi, c'est un combat pour aller aux élections. Et c'est là que je dis que l'aspect programmatique doit prédominer sur les personnes et sur les invectives, sur les rumeurs, etc. Oui, et c'est là où c'est important. Ibrahima Dia, vous avez la même lecture par rapport à ce changement de paradigme et surtout, quelles peuvent être les perspectives? Effectivement, je partage parfaitement cette analyse, d'autant plus que pour moi, les leçons à tirer du discours du président rentrent dans cette perspective. La première chose, c'est qu'il remet en place la question du code de l'honneur, puisqu'il en a beaucoup parlé.
Et tous ceux qui sont intervenus, y compris dans son rang, pour pouvoir se ranger de son côté, revendiquent maintenant cette question du code d'honneur, de l'honneur, puisque pendant un certain temps, ils avaient mis ça à côté en parlant des risques qu'il y a dans le pays, etc. Voilà. Donc déjà, cette question-là est remise en place. Et tout le discours social qu'on entend, des griots, des personnalités, les gens qui sont proches. J'ai vu un post assez intéressant d'un de ses amis, membre fondateur de l'APR, Balafal, qui revient sur les questions du code d'honneur en disant qu'il a montré que l'éthique est au-dessus du droit. Et je pense que ça peut permettre de recréer ce débat sur l'éthique. Et ce débat sur l'éthique est important. Deuxièmement, il a montré aussi, dans son discours, il a dit quelque chose, moi, qui m'a frappé, c'est le fait de dire que je ne me présente pas, parce qu'aussi au Sénégal, il y a énormément de gens capables de faire le travail. Donc, le Messie, le message du Messie, je pense que ça tombe également à l'eau. Et ça va pousser les gens à ne plus se focaliser sur les messies réglant tous les problèmes, mais de dire qu'est-ce que effectivement les gens ont comme capacité. Et ça, c'est le culte des individus. Et certains ont cherché à développer le culte de l'individu même à son niveau. Et ça tombe à l'eau. Donc les gens qui vont venir, ça ne va plus être des débats sur les personnes, sur les cultes de personnes, mais sur des programmes, comme vous l'avez dit. Et je pense que le Sénégal est au-dessus également de toutes nos personnes. C'est aussi un message clé qui va faire que peut-être les gens vont essayer de se retrouver sur au moins un socle minimum. Et c'est là où c'est important dans cette nouvelle élection. L'opposition ne va plus être une opposition au front uni contre, mais chacun va développer son initiative. Et j'espère également que la presse va jouer son rôle, parce qu'on a vu dans l'opposition des gens parler de programme. Bien sûr, je pense à Camara, je pense à Déthié Fall, à Lussard. Tous ces gens ont parlé, mais personne n'en parle. Parce que ça ne les intéressait pas. C'était l'aspect conflit, voilà. Maintenant, c'est l'occasion d'écouter tous ces gens-là. Et l'occasion également pour la société civile, pour nous autres et autres Sénégalais, d'interpeller les gens en disant, voilà nous ce qu'on veut. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Je pense que Mesure avait commencé, une structure comme Mesure avait commencé ce travail, et donc je pense que ça va changer complètement les paradigmes, et ça nous met dans une autre dynamique, et ça permet également, comme vous l'avez dit, de remettre en cause ces trucs qu'on a hérités, qu'on nous a fait croire que l'élection présidentielle c'est la rencontre d'un homme, tout ça c'est des choses qu'on a construites pour développer les cultes des personnes. Mais là on va dire les gens ont en face, quel programme et qui sont capables de les porter. Et ça, je pense que ça va être le grand défi des prochaines élections. Justement, qui sera capable de porter les programmes? Dans le camp de Benno, beaucoup de noms circulent. Les gens parlent de plus en plus des noms, chacun dit des appels authentiques, d'autres des gens qui sont venus. Qu'est-ce qui va de choix? Moi, je pense que la posture qu'a épousée le président de la République au moment de faire sa déclaration de non-candidature doit inspirer plus d'un au sein de son camp. Je m'explique. Personne ne s'attendait d'abord, je veux dire même à plus de 80% dans son camp, que le président dise qu'il ne va pas y aller. Et que donc, comme l'a dit M. Dia tout à l'heure, il a mis en avant le code d'honneur et donc l'éthique au-delà de tout autre aspect. D'ailleurs, il faut faire honneur aussi à Boubacar Camara qui jusque-là parlait du troisième mandat pour dire que ce n'est pas une question juridique, c'est plus une question d'éthique politique. Et que donc, à partir de ce moment, dans son propre camp, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir pourquoi? Parce que tous ceux qui disaient au président de la République dans son camp qu'il doit y aller, et ceux surtout qui avaient dit dès le départ en 2019 que le président n'avait pas droit à une troisième candidature, et qui ont ravalé leurs propos après pour dire, à la limite, faire du wahwahet, devraient justement prendre cette leçon d'éthique auprès du président de la République. Maintenant, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si le président doit choisir quelqu'un dans son camp, il doit justement s'imprégner d'abord de cette éthique-là. Et que ces personnes-là qui jusque-là, ces personnalités qui avaient dit qu'ils devaient y se représenter, à mon sens, ne devraient pas faire partie de la course. Mais est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des problèmes justement dans le choix?
compte tenu de la versalité des gens. Mais justement, Alassane, c'est là où Quand Macky Sall a dit que je ne me présente pas, très rapidement, on a vu un retournement de veste extraordinaire. Mais oui. On a l'impression que la classe politique sénégalaise est d'une versalité extraordinaire. Mais parce que tout simplement, la classe politique sénégalaise, je ne dis pas tout le monde, n'a pas le sens de la mission de service public ou de la mission qu'est être ministre ou être dans un gouvernement. Parce que c'est une mission, c'est pas un métier. C'est une mission de service public. Et donc, si on est imbu de cette tâche, mission de service public, on n'en fait pas un métier, on en fait un sacerdoce. On vous missionne. Après, celui qui vous missionne, demain, peut prendre un décret pour dire « je demande à M. Dia de continuer le travail ». Et que là, ce qui est important, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez mis le doigt là-dessus, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le président de la République est quand même un adepte de la surprise. Mais de la surprise bien placée. C'est un joueur d'échecs. Regardez bien ou lisez bien le dernier communiqué du Conseil des ministres. Quand on lit le dernier communiqué du Conseil des ministres, qu'est-ce qu'il dit? Il instruit le Premier ministre et il instruit le ministre de l'Agriculture, qui sont deux personnalités, à mon avis, qu'on a mis en avant dans sa succession. Pour les 6 premiers mois, cela veut dire quoi? Cela veut dire, au premier degré de lecture, que vous resterez là pendant ces 6 premiers mois. Et donc, ils seront hors course. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Moi, j'ai pris le temps de lire le communiqué du Conseil des ministres. Il a instruit le Premier ministre de s'atteler à la tâche dans les 6 mois pour justement faire le travail pour tout ce qui concerne les projets qui sont en cours. Et instruit le ministre de l'Agriculture pour ce qui est la distribution des engrais, etc., etc. C'est une manière de dire, si on s'attelle au contour de ce discours, que vous serez là pendant les 6 mois et que donc vous serez hors course par rapport à ma succession. Donc il n'y aura pas de remaniement ministériel. Il peut faire le remaniement ministériel, mais il peut aussi les laisser encore sur place en faisant le remaniement ministériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on en revient justement à la phrase de Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Soit ces personnes-là, prétendantes ou pas au fauteuil présidentiel, démissionnent, soit ils restent à leur place et s'attellent justement à la tâche comme l'a demandé le président de la République. Et à mon sens, la succession, si on s'en tient en tout cas à cette première lecture, ne concernera pas ces personnalités-là qui sont déjà dans l'attelage gouvernemental. Oui, mais est-ce qu'il n'y aura pas une bataille au sein de Benno pour prendre la place de Macky Sall, de Benno et de la paire aussi? Bon, moi, je ne suis pas très fort en analyse des stratégies politiques, mais ce que je peux faire comme constat, c'est que le président, en recevant les maires, a donné un message codé, mais qu'on peut relire maintenant de manière beaucoup plus claire. Il a dit le dialogue a permis de réduire le pourcentage pour avoir des parrains, après avoir expliqué les autres dispositions. Il dit, mais attention, ce pourcentage-là ne veut pas dire que c'est facile, parce que c'est sur un fichier plus important, mais surtout il faut avoir dans cette région le nombre de parrains qui est exigé. Et ce n'est pas une mince affaire. Alors en le disant, pour moi, il envoie un message à ceux qui seraient tentés d'aller seuls, parce qu'ils n'ont pas le temps ni la possibilité d'avoir autant de parrains. Donc ça veut dire qu'il met tout le monde dans une posture de suivre celui qu'il va désigner. Il veut garder la main. Ça veut dire qu'il va garder la main sur la proposition pour que Benno n'éclate pas. Parce que tous les gens qui sont aujourd'hui dans Benno, s'ils ont des intentions, sauf s'ils les appuient de manière, comme il a dit d'ailleurs le même jour, qu'il a appuyé certains maires, malgré qu'il le Benno avait choisi. Donc ça, c'est s'il ne les choisit pas, alors ces gens n'ont aucune chance, ou en tout cas auront beaucoup de difficultés à avoir le nombre de parrains qu'il faut pour y aller. Et tous ceux qui seraient tentés d'aller vers un autre candidat de l'opposition, la question de l'éthique va revenir très fortement. Exactement. Donc ils ne pourront pas. Et oui. Donc ils ont intérêt, du point de vue du message d'éthique qui est déjà là, qui va peser sur les populations, toutes les personnes qui seront tentées de le quitter ou de quitter le camp de Benno pour aller chez un autre candidat, ils seront très 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 mal perçus et en plus, ils seront très mal à l'aise dans le camp où ils vont arriver. Comme d'ailleurs, je pense que tous ceux qui l'ont fait. Donc cette transhumance
de circonstances ne va pas marcher. Donc j'ai l'impression... Est-ce qu'on peut parler d'éthique dans un pays où la versalité traverse pratiquement les façons de penser des Sénégalais? Hier, Macky Sall était voué aux hégémonies parce qu'on prétendait qu'il voulait avoir un troisième mandat. Dès qu'il dit non, chacun non, voilà, c'est le plus beau de tous les Sénégalais maintenant. Il n'a pas fait, même dans son propre camp. Cette dualité dans la façon de gérer. Ce que je veux dire, c'est que même si au niveau des politiques, il n'y a pas d'éthique, dans la population, au fond, il y a l'éthique. Parce que tout ce qui a été fait, quand vous regardez les gens, tout ce qu'ils rejettent, c'est les personnes qui ont fait des transhumances ou ainsi de suite. Et donc, et les gens auront dans leur tête le sens que, bon, même ceux qui ont quitté Macky Sall et qui sont allés dans l'opposition, ils n'ont pas eu le succès qu'il fallait. Parce que les gens estiment toujours qu'il y a une éthique quelque part derrière. Dans le subconscient des Sénégalais, il y a cette affaire-là. Et je pense que c'est le message qu'ils doivent comprendre. Alors, donc pour moi, il peut y avoir des perturbations. Donc, on va aller vers une situation où ce n'est plus opposition au pouvoir, mais ça va être des candidatures dispersées. Possibilité de candidatures dispersées. Et Macky Sall s'est donné les moyens de contraindre tous ceux qui sont dans son camp d'être dans le rang. Et tous ceux qui sortiront du rang auront très peu de probabilités. Ou en tout cas, peut-être qu'après. C'est pourquoi Idrissa Seck l'a très bien compris en allant très, très tôt de son côté. Et les gens vont travailler peut-être pour le deuxième tour, étant entendu que c'est rare quand il faut choisir de nouvelles élections que quelqu'un puisse passer au premier tour. Donc les alliances ne vont plus se faire comme avant où on disait que si on va au deuxième tour, celui qui est dans... Tout le monde va derrière l'opposition. Maintenant, cette règle-là, elle va sauter. Chacun va aller pour son côté et chacun va faire ses alliances. Non, mais surtout que il a eu carte blanche quand même de son bureau politique lors de la rencontre, je pense, avec le secrétaire exécutif, pour choisir un candidat. Alors, à partir du moment où il a eu carte blanche, tous ceux qui sont tentés, étant même dans le gouvernement ou même dans l'attelage gouvernemental, d'y aller seuls, sont traités, mais de manière très dure, sont considérés comme des traîtres. Et à partir de ce moment, comme le dit M. Dia, la question éthique va encore ressurgir. Mais évidemment, vous avez raison quand vous dites qu'il a été voué aux hégémonies à partir du moment où il ne s'était pas encore prononcé sur sa troisième candidature. Et à partir du moment où il dit il n'y va pas, tout le monde dit c'est le plus beau, c'est le plus clean, c'est le plus ceci, cela. Parce que tout simplement, les Sénégalais attendaient ce bouffée d'oxygène qu'ils allaient rechercher qu'il attendait surtout vers le premier des Sénégalais qui est le président de la République. Parce que la parole présidentielle fait souvent jurisprudence. Le président Macky Sall ne pouvait pas dire et écrire qu'il ne se représenterait pas pour une troisième candidature et à la veille, à quelques mois de l'élection présidentielle, dire « je suis candidat ». À partir de ce moment, non seulement la parole politique est discréditée, ça a été le cas depuis un moment, depuis le Wahet, si vous voulez, de Maître Wade, mais s'il y avait un remake de cela, ce serait un tout petit peu l'hécatombe psychologique au niveau quand même de l'électorat sénégalais. Et personne n'y comprendrait plus rien. C'est-à-dire, à la limite, les Sénégalais seraient capables d'aller voter pour quelqu'un, malgré eux, quitte à ne pas savoir ce que le gars va faire. Et aujourd'hui, évidemment, Macky Sall, en se prononçant contre une troisième candidature, remet les choses à plat et redéfinit la configuration politique sénégalaise en ce sens que, enfin, on va pouvoir choisir un candidat programme et on va pouvoir choisir en bonne et due forme quelqu'un qui est imbu d'éthique et de déontologie politique et qui a le sens de la mission de service public. Oui, mais est-ce que cette remise à plat qu'a eu à faire Macky Sall, comme l'a dit Momar, nous, beaucoup de Sénégalais ne pensent qu'à l'opposition et au pouvoir. Est-ce qu'on peut avoir un troisième larron? Un Sénégalais qui vient de nulle part, qui est une force internationale, ou bien un homme d'affaires qui a des moyens, qui se présente à cette élection présidentielle, à la Patrice Talon, par exemple. Mais ce qui se passe, c'est que tout est ouvert maintenant. Les jeux sont ouverts. Le seul hic, c'est les délais pour se préparer et avoir le nombre comment on appelle, de parrains. Mais ce qu'il faut remarquer, et je reviens toujours à la question de l'éthique, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour du président qui n'étaient pas d'accord sur la question du troisième mandat. Et tous ces gens avaient été écartés. Maintenant, tous ces gens sont revenus en force autour du président. Vous avez vu Moustapha Diakhaté, et on le voit encore à côté du président. Bon, je pense que les manqueurs et tout ça s'était prononcé, et tous ces gens-là se sentent maintenant beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus forts dans ce dispositif qui est en train de se faire.
la personne dont j'ai parlé qui a fait ce poste, qui était un membre fondateur de APR, etc., tous ces gens-là, on les voit ressortir et se repositionner dans le jeu. Donc ça veut dire que c'était une lutte de tendance entre l'éthique et autre chose. Et maintenant, il y a cette tendance qui est en train de revenir. Alors, ce qui va être déterminant aussi, c'est ce que Macky Sall va faire d'ici la fin de son mandat. Ça aussi, je pense, c'est important. Dans les 8 mois. Dans les 8 mois, qu'est-ce qu'il doit faire? Et ça va impacter également ce qui va se passer dans les prochaines élections. Et je pense que c'est un élément qu'on doit approfondir. Qu'est-ce qu'il doit faire d'ici là? Et d'ici là, ce qu'il va faire va impacter forcément ce qui va se passer. Mais M. Dia a parlé justement du cas de Moustapha Diakhaté et autres. Mais il y a aussi un cas qu'il faut souligner, qui est le cas du professeur Mary Teuw Niane, qui était contre le 3e mandat et qui a démissionné de son poste de président du conseil d'administration et pouvoir se positionner quelque part sur une frange de l'opposition. Ce capital éthique-là, il peut en bénéficier. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, d'abord c'est un professeur, qui maîtrise très bien son domaine et qui a été ministre de l'enseignement supérieur, qui connaît donc un tout petit peu le fonctionnement de l'État. Et je pense que si on s'en tient à ces personnalités comme Mary Teuw Niane, Abdourahmane Diouf, Alioune Sarr, même s'il est sorti des franges de Benno avec la CAP 2024, Bougane Gueye Dany, toutes ces personnalités-là, il y aura un bouillonnement, intellectuel et politique sur la base de propositions programmatiques. Et c'est ça, à mon sens, qui devrait faire la différence pour cette élection présidentielle, enfin. Mais la réalité des faits au Sénégal est que tous les candidats qui avaient fait avancer l'éthique dans ce pays-là, en allant aux élections, ont été battus. Ils n'ont rien gagné. Iba Der Thiam est là, Ibrahima Fall est là, entre autres. Ont mis en avant l'éthique au Sénégal, mais n'ont pas été choisis par les Sénégalais. Mais ça, il y a la responsabilité des médias aussi à ce niveau-là. D'accord, mais les médias disent, voilà ce qu'ils font, ils montrent le programme. Je pense que ce n'est pas tellement de mettre en avant l'éthique qui est ici l'enjeu. Ici, l'enjeu, c'est les gens qui sont sur des postes... C'est-à-dire les Sénégalais aiment les gens qui prônent l'éthique, qui ont dans l'éthique, mais les Sénégalais, ils aiment aussi les roublards aussi. C'est ça la contradiction sociétale au Sénégal aujourd'hui. C'est comme aux États-Unis, on aime bien un président qui est très propre, qui ne fait rien, mais dans les rues de Washington, il y a des striptease. Ça, c'est clair. Mais est-ce que ce n'est pas l'homo sénégalensis? Je pose la question. C'est peut-être ça, cette contradiction qui nous anime. On aime bien avoir de bonnes personnes, entre guillemets. Propres. Alors que nous sommes nous-mêmes des escrocs. C'est comme la question de la corruption. Il y a le corrupteur et le corrompu. On passe notre temps à dénoncer la corruption. Alors, à un moment donné, aussi tant soit peu, on a été corrupteur, corrompu à un moment donné. Et que donc, c'est l'homo sénégalensis qui est peut-être là. Mais il y a quand même une constante en matière politique qui est là, c'est que les Sénégalais dénoncent le manque d'éthique et de déontologie politique et surtout le wak-waket, c'est-à-dire pouvoir avoir une position, le lendemain avoir une autre position pour ses propres intérêts. Et il faut comprendre aussi une chose, c'est que l'électorat est de plus en plus jeune et l'électorat, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est plus un réceptacle de la chose politique, mais un acteur prépondérant de la chose politique avec les réseaux sociaux. Et à partir du moment où cet électorat-là participe au débat politique, cet électorat a son mot à dire, mais ne consomme plus la politique comme avant. Raison pour laquelle, aujourd'hui, s'impose un débat programmatique, mais s'impose aussi un renouvellement du personnel politique en phase avec justement cet électorat-là qui est jeune et qui est majoritaire. Je rappelle que vous écoutez L'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Momar Thiam, qui est spécialiste en communication, et Ibrahima Dia, qui est sociologue. Mais Ibrahim, je voulais qu'on avance un peu par rapport à l'opposition aujourd'hui. Quelle va être sa position par rapport à cette nouvelle donne? Je pense que l'opposition n'est pas une entité homogène. Elle était une entité homogène par rapport à Macky Sall et par rapport au 3e mandat. L'avenir de Yewwi Askan Wi et des autres coalitions. Maintenant, ils avaient déjà retenu à l'intérieur de l'opposition qu'ils allaient ensemble aux législatives, aux locales, mais qu'au présidentiel, chacun va y aller. Donc, maintenant que chacun va aller, ce n'est plus une opposition en tant que telle, globale. Chacun va faire pour son grade. Pour son voilà, et va se battre. Donc, pour moi, l'enjeu, comme il a dit, ça va être toujours qu'est-ce qu'on peut proposer aux populations. Parce que quelque part,
ça a été toujours un problème des électeurs. C'était de choisir entre maintenir ceux qui sont là ou celui qui est là ou être contre lui. Exact. Maintenant, cette question ne se pose plus. Tout est à remettre en cause. Et je pense qu'il y a des gens qui étaient mal à l'aise dans ce schéma. On a vu pendant le passé, comme tu as dit, c'est des gens qui prennent l'éthique comme Cheikh Tidiane Gadio, comme Ibrahima Fall, comme Cheikh Bamba Dièye. Ils ont eu du mal. Les gens apprécient leur discours, par exemple. Beaucoup de gens appréciaient tout le temps le discours. Mais ne votaient pas pour eux. Mais n'ont pas voté pour eux. Maintenant, les gens sont plus attentifs à ça. Parce que les gens se disaient, on va essayer de faire un vote utile. Exact. Alors, c'était le vote utile qui déterminait plus la position que ce que disait la personne. On dit, ah oui, Cheikh Bamba, il est bon et tout ça, mais bon, il n'a pas de chance de passer. Et comme on veut que ça tombe, ou bien on veut que ce truc... Le vote sanction. Voilà, le vote ça. Maintenant, cette question ne se pose plus. Donc, c'est aux médias et aux gens d'amener les gens à ne plus avoir ce schéma opposition-pouvoir, mais d'avoir un schéma d'offres politiques. D'offres politiques. Diversifiées. Exactement. Et puis, on va juger les offres politiques les uns les autres. Et celui qui sera le plus convaincant, et bien sûr, les gens qui sont convaincus par son discours, pourraient y aller. Et celui qui va proposer des solutions aux problèmes concrets que vivent les gens, il aura également l'écho qu'il faut. Mais dans cette configuration, il y a le cas d'Ousmane Sonko, qui est considéré comme étant de l'opposition radicale, qui a une situation juridique qui n'est pas encore claire, et qui dit à France 24, soit j'y vais, sinon on va avoir des élections avec un chaos indiscutible. Mais en fait, le cas d'Ousmane Sonko, moi je le juge de la sorte, c'est pathétique pour le PASTEF et c'est problématique pour le pouvoir. Pathétique pour le PASTEF pour la bonne et simple raison, c'est qu'Ousmane Sonko est condamné à 2 reprises sur 2 affaires différentes et risque justement de perdre son éligibilité. Et le PASTEF continue à dire Qu'il n'y a pas de plan B. Qu'il n'y a pas de plan B sur le candidat. On peut considérer que c'est une bataille communicationnelle et politique. Problématique pour le pouvoir parce que voilà un monsieur qui est condamné depuis plus d'1 mois et qui est resté, qu'on a assigné à résidence, entre guillemets, chez lui à Sacré-Cœur. Donc il considère qu'il est séquestré, selon lui. Et lui qui considère qu'il est séquestré, à tort ou à raison, puisque certains l'ont vu ainsi, et se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est vraiment un prisonnier, parce que c'est vraiment un condamné? Est-ce qu'il faut aller le chercher ou le maintenir dans cette situation un peu hybride et qui donne lieu à des interrogations? Et moi, je pense qu'un État, c'est d'abord la puissance publique. Et la puissance publique s'affirme de différentes manières. L'application stricte des lois et règlements et pas de parti pris. Maintenant, si la puissance publique, justement, trouve sur son chemin des considérants politiques, je dis bien politiques et quelquefois politiciennes, on peut tout à fait admettre que la décision d'aller chercher Ousmane Sonko et le mettre en prison peut être problématique parce que tout simplement, on a vu ce que ça a donné dans une moindre mesure quand il a fallu l'arrêter, malheureusement, au mois de mars 2021. Et que l'État aussi a un rôle qui est préventif, c'est-à-dire de juger et de jauger quelle va être sa posture au moment d'aller le chercher ou pas, ou de le mettre en prison. Évidemment, il bénéficie de droits puisqu'il a été condamné, il a été jugé par contumace, et lui-même, comme il a expliqué de manière juridique, on peut refaire justement son procès. Et que donc, c'est problématique pour l'État et c'est pathétique pour le PASTEF. Mais le PASTEF ne peut pas s'arc-bouter dans ce discours qui consiste, à mon sens, à dire c'est notre unique et seul candidat. Évidemment, certainement, ils ont un plan B, mais ils ne peuvent pas le dévoiler maintenant parce que politiquement, ce serait suicidaire et peut-être que certains, même dans PASTEF, n'approuveraient pas un tel ou un tel. Parce que si vous avez un numéro 2 du PASTEF aujourd'hui qui s'est agglutiné dans des discours un peu parasitaires, comme je l'appelle, jusqu'à être condamné, on pense certainement que ce ne sera pas lui, le plan B. Et que donc, le plan B peut être cherché ailleurs, au même titre que Macky Sall peut aller chercher un plan B ailleurs. Moi, j'ai toujours dit dans des discussions en off qu'un Boubacar Camara, qui était par exemple leur partenaire, je pense, dans les élections législatives ou locales, je crois, mais pouvait peut-être être un plan B pour le PASTEF, mais est-ce que le PASTEF l'accepterait? Est-ce que Boubacar Camara l'accepterait? Peut-être dans certaines conditions. Mais, oui, c'est une question qu'on se pose. Ibrahima, l'équation Sonko. Bon, je pense que, comme il a dit, il a bien résumé. Moi, ce que je voyais, c'était
comment est-ce que, au-delà de, je suis parfaitement d'accord sur ce que vous avez dit, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une possibilité de dialogue? Je pense que PASTEF n'a pas participé au dialogue politique, mais depuis que le dialogue a donné des résultats qu'il faut reconnaître, parce qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits dans ce dialogue, et je pense que ce serait important, Alassane, qu'on revienne également sur les résultats de ce dialogue. Oui, oui. Alors, il y a des gens qui commencent à appeler, y compris dans le camp de PASTEF, qui commencent à appeler au dialogue. Alors, maintenant, le dialogue, beaucoup d'autres disent que le dialogue c'est terminé. Mais le dialogue continue à l'Assemblée, puisque les textes ont été déposés à l'Assemblée. Donc, c'est là où il y a de l'intelligence politique. À voir comment est-ce qu'il faut faire des amendements ou des propositions à l'Assemblée. Mais ça, tu ne peux pas le faire dans une confrontation. Il faut qu'il y ait un dialogue, une ouverture de part et d'autre pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut encore dialoguer ou en tout cas améliorer dans les dispositions au niveau de ce qui est proposé par le dialogue pour cette situation. D'autre part, il y a toujours les questions juridiques sur lesquelles moi je ne suis pas compétent. Les avocats te diront non, c'est impossible d'ici ça. Donc je pense qu'il faut éviter, à mon avis, ils doivent éviter des solutions purement juridiques. Oui. Et essayer de trouver des solutions. Mais justement, à ce niveau-là, M. Dia, quand vous avez deux textes qui sont déposés à l'Assemblée nationale concernant les cas de Khalifa Sall, et qu'il est question dans ce dialogue, si vous voulez, de les laver à grand tour pour qu'ils puissent participer à la prochaine élection Changer présidentielle. les articles dans la Constitution. Changer les articles dans la Constitution du code électoral. Du code électoral. Moi, je pense que l'opinion verrait d'un très mauvais œil que justement deux personnalités qui ont été condamnées, entre guillemets, la main dans le sac, puissent être lavées à grand tour et qu'un Ousmane Sonko, aujourd'hui, qui est condamné sur deux affaires, ne puisse pas l'être et pouvoir participer à l'élection présidentielle. Et je pense que la problématique pour l'État se situe là. Et qui parle de dialogue pour dialogue, Ousmane Sonko, le cas d'Ousmane Sonko a été quand même un cas assez assourdissant, très présent dans le dialogue sans qu'on le dise. Et je pense que l'intelligence politique et justement une sortie heureuse du président de la République serait justement d'inscrire le cas d'Ousmane Sonko dans la session à l'Assemblée nationale pour voir de quelle manière assouplir justement ces condamnations-là et pouvoir peut-être les faire participer d'une manière ou d'une autre à cette élection présidentielle. Je dis bien, c'est une hypothèse de travail. Et si le président de la République, il lui reste que 6 ou 7 mois pour partir et qu'il ait bénéficié d'un capital image assez impressionnant aujourd'hui, compte tenu de sa déclaration de candidature, je pense que ce qu'il lui reste à faire, c'est l'apaisement. Et cet apaisement, à mon sens, passerait justement par inscrire le cas de Ousmane Sonko dans la session parlementaire pour voir de quelle manière assouplir justement cela et le mettre dans les mêmes conditions que les autres. Dans le discours du président, même là où il dit qu'il ne va pas se représenter, il a quand même parlé de tentatives de déstabilisation du pays. Il n'a pas d'insurrection, il n'a pas de force occulte. Ça, quand même, il faudrait qu'on clarifie tout ça pour les Sénégalais. Je pense que ça, c'est important. Ensuite, il faut préciser que le cas de Khalifa et de Karim sont différents du cas de... Certes. Parce que ça, c'est des cas des gens qui ont déjà purgé leur peine. Qu'ils ont purgé leur peine, tout à fait. Que la loi, quelque part, disait qu'une fois que tu as été condamné, à vie, tu ne peux plus être... À la limite, c'était ça, ce qu'on peut l'appeler. Donc, ils ont déjà purgé leur peine, ils ont été déjà graciés. Donc, c'est plus facile là que l'État, que le président puisse intervenir. Mais un dossier qui est encore en cours, le président ne peut pas, éthiquement encore, non, mais il est condamné déjà. Il est déjà condamné. Mais il n'est pas encore condamné, puisque sur l'un des dossiers, il est en appel. Il est en appel. Sur l'autre dossier, il est en contumace. Donc, il n'est toujours pas condamné définitivement. Et ses avocats sont en train de faire encore des appels, des délais. Si tu vois un peu ce qui s'est passé pour le cas avec Mbaye, ils ont attendu le dernier moment pour déposer la Cour suprême. Pour gagner encore du temps. Non, Donc, tant que les procédures ne sont pas épuisées, il est difficile. Maintenant, par contre, c'est à eux d'avoir l'intelligence. Par exemple, dans ce que j'ai lu dans les résolutions du truc, et j'entends également quelqu'un comme Bokoum en parler, comment délier l'aspect code électoral du code pénal. Du code pénal. Et ça, il y a une disposition qui dit, qui propose qu'il faut explicitement que la personne soit déchue de ses droits
pour pouvoir être... Il faudrait peut-être voir il faut comment... de l'ingénierie juridique. Voilà, mais ça ne doit pas être sous la pression. Non, mais justement, je dis que Alors maintenant, l'opinion... par contre, par rapport à la sortie du président, pour les derniers mois, moi je pense que ce qui serait important aussi, c'est de ne pas donner l'impression que tout est politique, politicienne, affaire électorale. Parce que les assises, le dialogue qui vient de se passer a produit énormément de résultats sur d'autres commissions. Notamment la commission économique, la commission sécurité, la commission sur les ressources naturelles. Pour moi, le président, ce qu'il doit faire dans ces prochains mois, c'est pour aider d'ailleurs dans ce débat et à relever ce débat, que ça ne soit pas une question de personne. Absolument. C'est de demander à ce que ces commissions-là fassent des restitutions. En tout cas, partagent les résultats. Que le peuple sache ce que le dialogue a produit dans ce domaine et qu'on en parle. Par exemple, j'entendais souvent Alassane parler d'amener les jeunes faire l'armée. L'armée militaire, oui, on en parlait. Ça, c'est fait partie des recommandations. Absolument. Alors, donc, c'est fondamental, ça. Je pense que c'est fondamental. Je pense que ces résultats-là, et puis c'est des gens de haut niveau, des patriotes qui ont été dans ces commissions, où il y avait toute la société, tous les représentants. Alors, donc, pour moi, c'est ça l'enjeu principal. Et il faut pas qu'on considère que le dialogue était juste fait pour... Il ne faut pas que la politique noie tous les autres commissions qui ont fait un bon travail. Voilà, ça, je pense que c'est très important. Moi, je pense que c'est à ce niveau où souvent, d'ailleurs, le bas blesse au niveau de ce qu'on appelle la communication publique du gouvernement. Il parle plus de politique qu'autre chose. Voilà, vous ne pouvez pas enclencher un processus de dialogue où la question politique prédomine sur le reste. Vous avez parlé de l'aspect sécuritaire, mais aujourd'hui, c'est plus qu'un enjeu. Absolument. On a une ceinture d'insécurité autour du pays, de notre pays, qui est le Sénégal, avec ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Mali, et subsidiairement ce qui se passe en Guinée. Et ces questions-là doivent faire l'objet de communication publique. C'est d'abord le rôle de l'État, et ensuite les relais des médias. Mais évidemment, les médias, ce qui les intéresse souvent, c'est les questions sensationnelles qui parlent de politique pour bien vendre. Et donc, il y a une pédagogie explicative à ce niveau-là, mais c'est à l'État de prendre ses responsabilités et d'expliquer ces enjeux-là. Je vais revenir rapidement sur le cas juridique de Ousmane Sonko. Je ne dis pas qu'il doit être lavé à grand tour de tout pour pouvoir se présenter aux élections. J'ai dit, l'opinion ne comprendrait pas, une partie de l'opinion ne comprendrait pas que Khalifa Sall et Karim Wade soient lavés à grand tour, entre guillemets, pour pouvoir participer aux élections, et que ce ne soit pas le cas de Ousmane Sonko. Même si les délais sont très courts, puisque les procédures ne sont pas complètement entérinées. C'est ça. D'accord ? Mais là, il faut du génie politique, mais il faut aussi un peu de souplesse juridique pour pouvoir faire en sorte que les gens sachent qu'on n'a pas fait en sorte de boucher les issues, toutes les issues pour Ousmane Sonko. Parce qu'on ne sait pas quelle velléité ça peut réveiller demain dans ce pays. Oui, mais au-delà de ça, on en parlait de dialogue politique, de l'aspect politique, mais qu'il y a d'autres dossiers qui sont plus importants que l'aspect seulement politique, l'aspect économique. Mais quels sont les impacts, justement, de cette sortie de Macky Sall sur le plan économique? Moi, je pense que Macky Sall a dit que ce n'est pas le moment du bilan, il le fera après. Mais je pense que c'est important, en tout cas, ce serait important que dans cette période-là, que tout le monde chante les prouesses gouvernementales dans beaucoup de domaines. Mais c'est important qu'on restitue la vérité et qu'on montre que s'il y a des résultats économiques, c'est le fait de Sénégalais. Ce n'est pas qu'on réduit encore cette dimension fixée sur la personne. Et je pense que le président Macky Sall a intérêt à magnifier le travail fait par les fonctionnaires, par les agences, ne serait-ce qu'en les rencontrant et en les félicitant, en montrant, voilà des Sénégalais qui ont travaillé pour l'État. Et que ce travail économique va continuer. Je pense à des programmes comme le PUDC, qui ont énormément fait des choses. Ça me donne l'occasion de rendre hommage à Mamadou Talla, qui a fait un travail énorme avec ses collègues pour développer faire en quelque sorte que le Sénégal ait atteint presque l'universalité en matière d'accès à l'eau potable. Mais ça, c'est des Sénégalais, des ingénieurs, des esprits qui l'ont fait. Le PUDC, le PUMA, l'agence, la CMU, la Géroute, l'APIX, ces gens, tout ce qu'on revendique aujourd'hui comme résultat économique,
ce sont ces Sénégalais-là qui l'ont fait et ce serait bien de les montrer en exemple et de montrer qu'il y a... Et ça, c'est important. Moi, si j'avais une recommandation à faire, en tout cas, au président, c'est de les recevoir, de les magnifier et de les montrer et de dire, voilà, c'est possible. Le Sénégal peut faire des choses avec ses propres ressources humaines. Maintenant, il y a des enjeux et c'est pour ça que je dis c'est bon de restituer les résultats de ces commissions de travail, notamment économiques, sur la question des ressources naturelles. C'est important de restituer ce travail pour que les gens sachent où est-ce qu'on en est. Et qu'à partir de ce moment-là, chacun peut faire des propositions d'orientation. Si aujourd'hui, le président l'a dit hier, avec le TER, mon projet c'était de continuer jusqu'à Thiès. Oui, tout à fait. Il faut qu'on dise, est-ce qu'on va continuer le projet ou bien on va l'arrêter? Que c'est suffisant d'arrêter le truc, on ne va plus en faire. On ne peut plus enlever le TER parce que même si quelqu'un dit qu'il était contre le TER, il ne va plus l'enlever. Mais est-ce qu'il va continuer le projet de TER? Donc, je pense que c'est pourquoi il faut faire la situation. Et sur la même question sur les questions énergétiques. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le pétrole. Qu'est-ce que les gens proposent? Est-ce qu'ils vont arrêter tous les contrats pour renégocier? Pour combien de temps? Quelles seront les conséquences? La question également des relations avec les partenaires. Hier, il y a une information capitale qui est sortie, peut-être qui est passée inaperçue, un communiqué de la CNLEC qui dit que les pays pratiquement beaucoup de pays de la CEDEAO sont interconnectés maintenant. Et ça, c'est extraordinaire. En termes d'électricité. C'est vraiment un vieux projet dont Cheikh Anta Diop avait parlé depuis très longtemps, l'interconnexion des réseaux. Ça, c'est un progrès énorme de la CEDEAO et je pense qu'il faut le saluer. Je pense également que c'est très, très important que de voir la question avec les partenaires, avec les autres pays. La question avec la France va revenir. Aujourd'hui, on a l'impression, et je pense que les communiqués qui sortent montrent qu'il y a en tout cas dans la communication, il y a un problème entre la France et Macky Sall, si on peut l'appeler ainsi. Avec France 24. France 24, à qui on reproche d'un traitement... Oui, France 24, c'est l'instrument de l'Élysée. Tout à fait. Et on a l'impression que la France a fait maintenant, en tout cas une option, de soutenir plus l'opposition, ainsi de suite. C'est la perception qu'eux, ils ont. Alors ça pose des questions plus profondes. Moi, je me rappelle d'avoir rencontré quelqu'un au niveau de Bangui, qui est membre d'un think tank, et qui me disait une chose qui m'avait un peu étonné, mais qui a été vérifiée après. C'était que pour eux, les Occidentaux, Macky Sall signale à droite pour tourner à gauche. C'est un peu ce que... Qu'on reprochait à Wade. Ouais. Je dis comment? Il me dit oui, parce qu'il donne l'impression d'être l'ami des Occidentaux, mais en fait, il est en train de faire un travail contre nos intérêts, les intérêts occidentaux. Parce que sur le plan économique, aujourd'hui, il y a la Chine, la Turquie et la France est troisième. Oui, et même les questions stratégiques. Par exemple, il m'a dit d'abord, on l'aura constaté, en 2014, quand Wade était là, c'était évident. Parce que quand Bush a attaqué l'Irak, aussitôt Wade a appelé une conférence internationale à soutenir l'Irak. Quand il fallait attaquer la Libye, c'était évident, il s'est positionné. Mais quand Macky Sall est arrivé et qu'il y a eu le cas de l'Ukraine, les gens comptaient sur Macky Sall pour condamner la Russie. Il a refusé de condamner la Russie et le Sénégal est resté dans une position de neutralité. Et quand il y a eu maintenant la nouvelle agression récente, il est resté sur la même position. Et pendant ce temps, ils me disent la Turquie est en train de prendre tout ce qui est important au Sénégal et la Chine. Si vous prenez Diamniadio qui est symbole du Sénégal, il n'y a que les Turcs et les Chinois. La zone industrielle que nous avions conçue à l'époque pour MCC, c'est la Chine qui est en train de la réaliser. Tous les bâtiments, l'aéroport, tout ça, c'est avec les Turcs. Et ensuite, tu as le progrès de la Russie, qui est devenu le principal partenaire pour les céréales et pour l'engrais, au détriment de la France. Donc, ensuite, tu as les Indiens qui étaient installés ici pour... Voilà. Donc, finalement, le sentiment était... Même dans le pétrole, la France n'avait rien eu. Total est venu bien après. Bien après. C'est plutôt les Britanniques. Et la dernière... Et justement, avant que Total ne revienne, il y a eu tellement d'interviews de France 24 à Salif Sadio, une sorte de pression sur le Sénégal. C'est comme ça qu'ils agissent. Voilà. Donc, quelque part, il y a je me dis, je basais sur ces discussions que j'ai eues avec cet individu, avec cette personne, que c'est le moment aujourd'hui pour la France de choisir quelqu'un sur lequel il peut compter. Surtout de se réconcilier avec la jeunesse.
Et la meilleure façon de se réconcilier avec la jeunesse, c'est ceux qui critiquent les gouvernants comme étant les corrompus, les ceci. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Mbembe, en amenant les jeunes africains et tout ça. Donc, ils sont dans cette logique-là. Achille Mbembe. Donc, l'enjeu des élections, ça va être aussi sur qui la France va essayer de miser pour se réconcilier, même s'il ne peut plus récupérer son pouvoir économique. Justement, cet impact économique aujourd'hui. Mais sur la question économique, le président a géostratégique. Mais oui, le président a montré la voie. Lors du dernier Conseil des ministres, il a instruit le Premier ministre justement de mettre en place un plan d'action pour tous les grands programmes, PUDC, Puma, etc. Ouais. Et ensuite, il a demandé même au ministre de l'Agriculture justement de faire le travail nécessaire pour voir le capital semencier, etc. Mais mieux encore, parce que si vous regardez bien l'agenda du président de la République, juste après, le 6, il y avait le forum sur Inverse Sénégal, au Sénégal. Et c'est là où il a profité de l'occasion pour rappeler à l'administration de faire sa mue, c'est-à-dire de diminuer les procédures, etc., pour les investisseurs qui viennent chez nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a quand même le souci de l'investissement au Sénégal et surtout, il veut enrayer cette problématique de l'investissement compte tenu des remous qu'il y a eu jusque-là avec les questions politiques. Mais il a eu 12 ans quand même pour le faire. Hein? Il a eu 12 ans pour le faire. Il en a fait les choses. Ah bon? Il a quand même un bilan à défendre à ce niveau-là. Et c'était là le paradoxe justement de Macky Sall. C'est-à-dire qu'il a un bilan quand même, somme toute, assez éloquent d'un point de vue infrastructure et d'un point de vue même économique. Peut-être là où le bas blesse un tout petit peu, c'est par rapport à la prise en charge des doléances des jeunes et notamment la question de l'emploi des jeunes. Et là, il a instruit aussi les ministres concernés pour justement l'employabilité des jeunes. Et donc, à mon sens, la question économique... Mais en 8 mois, est-ce que c'est faisable tout ça? 8 mois. Oui, mais l'État, c'est une continuité. C'est une continuité. C'est-à-dire qu'il y a des jalons qui sont posés, les fondamentaux sont là. Quel que soit celui qui arrivera demain à avoir les rênes de ce pays, pourra continuer ce travail. Et la France dans tout ça? Mais d'un point de vue géostratégique, aujourd'hui, la France, elle est un tout petit peu écartelée. Pour la bonne et simple raison, la France, on est toujours dans le schéma du général de Gaulle qui disait que la France n'a pas d'amis, la France a... Oui, mais elle a perdu le Mali, elle a perdu le Burkina Faso, où d'ailleurs France 24 est interdit de mettre. Est-ce qu'aujourd'hui elle se repositionne vis-à-vis de Ousmane Sonko ou pas? Non, mais c'est pas qu'elle se positionne. C'est une question claire qu'il faut poser. Oui. Il y a eu quand même un peu de remous entre la France et le Sénégal, compte tenu du fait qu'un conseil du Quai d'Orsay avait été reçu par Ousmane Sonko. Et ensuite, la part belle, comme ils le disent, médiatiquement parlant, a été accordée à Ousmane Sonko à travers France 24. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aussi chez Ousmane Sonko qui disait que la France n'a qu'à enlever son coude de notre cou? Mais c'est parce que la France considère que Ousmane Sonko aujourd'hui est quand même une personnalité de l'opposition assez importante. Réelle politique. C'est de la réelle politique. Et à partir de ce moment, il vaut mieux composé avec une phrase d'Ousmane Sonko qui a dilué son discours par rapport à la France, capitaliste ou impérialiste comme il l'appelait avant, avec justement en épousant les phrases de Guy Marius Sagna, et le pouvoir qui est là, qui pour le moment gère nos intérêts. Donc c'est le grand écart pour la France. Sauf que au moment où Macky Sall annonce sa non-candidature, ça profite beaucoup plus à Ousmane Sonko qu'autre chose, parce que la France, à travers ses médias, dit quelque part que la non-candidature de Macky Sall est peut-être liée aussi aux pressions de l'opposition, aux pressions populaires, mais aussi aux pressions de la communauté internationale. Donc, et l'impact économique de tout ça? Mais l'impact économique, c'est que la France va chercher toujours à gérer ses intérêts, même si ses intérêts ont été plus ou moins réduits par l'omniprésence de la Turquie et de la Chine. Et même quelques autres pays, je vois par exemple qu'un pays comme la Russie, quand même, le Maroc, la Tchéquie, exactement, font des offensives diplomatiques d'un point de vue économique pour être là, le Japon, etc. Et que donc, la configuration géopolitique mondiale a complètement changé. Le Sénégal n'est plus regardé de la même manière. Le Sénégal a du pétrole, le Sénégal a du gaz, le Sénégal a des ressources naturelles que tout le monde veut. Est-ce que ce n'est pas ça le début de nos problèmes? En tout cas, ça peut être le début si on n'en est pas conscient. C'est pourquoi ça doit faire l'objet de débats nationaux, qu'on soit clair là-dessus. Je pense qu'il y a des options. S'il y a des options positives de la gouvernance de Macky en termes sur le plan international, c'est d'avoir fait respecter de plus en plus le Sénégal dans ses choix de choisir ses partenaires. Comme la souveraineté. Tout de suite, aujourd'hui, pour cette personne dont je te parlais, il disait que non seulement Macky Sall a mis les Turcs en bonne position, et les Turcs sont les
leurs principaux ennemis. Absolument. Mais il fait la propagande de la Turquie. Puisque vous l'avez même entendu hier, il a chanté les performances des Turcs. Et il amène les Turcs ailleurs en Afrique. Vous avez entendu hier le Turc dire que l'Ouganda, tel et tel, sont en train de copier ce qu'on est en train de faire au Sénégal. Kagame est venu, chaque fois que Macky Sall, le président Macky Sall inaugure quelque chose qui est fait par les Turcs, il appelle les autres pour redire regarde. Kagame était de passage la semaine dernière. Voilà. Donc ça c'est... Alors tu ne peux pas avoir choisi le meilleur ennemi, le plus grand ennemi des Occidentaux et être à l'aise. Donc est-ce que celui qui va venir après... Et pourtant le secteur privé sénégalais reproche justement au gouvernement de tous les marchés aux étrangers et que les emplois sont exportés. Oui, et que les gens travaillent. Rien. Même avec les Français, ça ne change rien. C'est là-bas qu'il faut changer justement. C'est ça, il faut changer. Je pense que c'est le contenu local, tout ce qu'on dit. Mais moi, l'expérience que j'ai eue en gérant un programme comme le MCA et puis avec le PUDC sur l'électrification, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises sénégalaises et autres qui peuvent être en termes d'emploi. Mais le problème de fond de l'Afrique, ça va être ce que Cheikh Anta disait à l'époque. On n'a pas une industrie industrialisante. On n'a pas une industrie des machines-outils. Ça veut dire que si tu prends l'électrification, 85% importé. Tu es obligé de l'importer, que tu sois sénégalais ou étranger. Parce que c'est des appareils... Tu ne fabriques rien sur place. Parce que c'est des appareils qu'on ne peut pas produire nous. C'est allemand. Et même les Chinois, quand ils le font, c'est des marques allemandes où ils ont la licence. Donc il faut que l'Afrique arrive à créer ça. Mais ce n'est pas une question d'entreprise, c'est d'abord une question d'industrie industrialisante, de machines-outils. Si vous voulez vous industrialiser, vous êtes obligé d'importer toutes les machines. Donc que tu sois sénégalais ou étranger, ça ne change pas. Ce qui reste là, les 10 ou 15%, c'est ça que vous allez partager. Et quand vous le faites avec une entreprise sénégalaise, vous faites un choix de payer plus cher. Parce que lui, il doit avoir une marge. Les autres ne vont pas lui vendre au même prix qu'ils le vendent à eux-mêmes. Donc, c'est ça un peu les réalités économiques. Et quand tu as 5 ans ou quand tu as 10 ans comme président et que tu dois faire des résultats, c'est ça qui va te préoccuper. Et c'est ça qui est arrivé, je pense, à Macky Sall et sur lesquels on doit discuter pour les prochaines 5 ans à venir. Voilà, le temps que nous avons imparti est terminé. Merci à Momar Thiam, spécialiste en communication, directeur général de Welcoming. Merci à Ibrahima Dia, sociologue, ex-directeur de MCI Sénégal. À la technique, Biran Sissé et micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Africa